Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Révolution permanente sur la situation en Argentine que vous pourrez suivre sur YouTube ou à travers des podcasts sur vos différentes plateformes. Aujourd'hui, donc, émission spéciale sur la situation en Argentine après la grande grève générale qui a eu lieu hier dans le pays, qui a rassemblé, selon les syndicats, près de 1,5 million de personnes dans tout le pays face aux attaques de Javier Milei qu'on avait analysées dans la dernière émission. Alors, pour rappel, hein, le gouvernement de Javier Milei, il est présent depuis et est arrivé au pouvoir depuis le 10 décembre dernier, a lancé un ensemble d'attaques ultralibérales et autoritaires qui ont été particulièrement agressives, dévaluation massive de la monnaie, saut dans l'inflation, privatisation de toutes les entreprises publiques, attaque des retraités, tentative d'interdiction du droit de manifester, plusieurs décrets, enfin un paquet de décrets autoritaires qui a été mis en place, et même une loi qui cherche à déléguer l'ensemble du pouvoir législatif au pouvoir exécutif. Et hier, donc 24 janvier, la situation en Argentine a connu une nouvelle grande évolution avec l'entrée d'une partie du mouvement ouvrier dans la lutte contre le gouvernement Milei, avec une entrée massive d'une journée de mobilisation et un premier pas vers l'opposition au gouvernement et à l'ensemble de ces attaques. Avec nous pour en parler aujourd'hui, donc, nous avons Sol, qui était là à la dernière émission et qui est aussi présente aujourd'hui, donc dirigeante, membre de la direction du Parti des travailleurs socialistes en Argentine, qui est l'organisation sœur de Révolution permanente en Argentine, et membre de la commission des femmes de l'usine récupérée de Madigraf, qui était présente hier dans la mobilisation, et Jean-Baptiste Thomas, enseignant-chercheur, docteur en histoire hispano-américaine contemporaine, qui travaille notamment sur le mouvement ouvrier en Argentine et est membre du comité de rédaction de Révolution permanente dimanche. Donc aujourd'hui, on va discuter de plusieurs points, mais avant tout, pour commencer, Sol, la journée d'hier a été une journée massive. Il y a eu plus de 600 000 personnes à Buenos Aires selon la CGT. Je disais, je disais plus d'un million et demi de personnes dans tout le pays, 40 000 à Tucumán, 15 000 personnes à Neuquén, des mobilisations massives dans des villes comme Cordoba, comme Jujuy, comme Santa Fe. Alors, comment s'est passée la journée d'hier et quels étaient les secteurs présents comment tu vois la journée d'hier? Bien, bonjour, bonjour Julien, bonjour Jean-Baptiste, comment allez-vous? Oui, hier, ça a été la première grande mobilisation en Argentine contre les plans de Milei. Et ça a été, comme tu dis, une mobilisation très grande à Buenos Aires et c'était qui a montré qu'il y a de la force, je pense, pour lutter et faire un plan de bataille pour aller contre ces mesures d'attaque. Et comme vous savez, la CGT avait convoqué, il y avait déjà plusieurs semaines, à cette première grève nationale. Et tous les secteurs, le 20 décembre, avaient commencé la résistance ici avec les premières mobilisations et casserolades. Et là, se sont mis en pied plein d'assemblées dans tous les quartiers, localités. Et là, après, du 27 décembre, la CGT a convoqué à la grève pour le 24 janvier, qui finalement a été hier, et on s'est préparé tous les secteurs combatifs, les assemblées, les secteurs des syndicats indépendants, à Madigraf, où il y a eu plein d'assemblées aussi pour préparer cette grande journée. Et même si la CGT a fait une grève très limitée, et, et spécialement, on a été vraiment très critique de la mesure qu'ils ont fait de ne pas faire de grève dans le transport et jusqu'à 19 heures. Donc, tous les trains et les métros et les bus, ils ont fonctionné de manière normale. Et c'était parce que la CGT disait que c'était pour garantir que les gens puissent se mobiliser. Mais en réalité, ça a montré une attitude trop modérée de la part de la CGT, vraiment un boycott à faire une vraie grève générale et avec une énorme mobilisation. Et car à cause de que le transport a fonctionné normalement dans tous les endroits de travail, dans des usines, les secteurs précaires qui en Argentine sont près de la moitié de la classe ouvrière, et ont été obligés par les patrons et les chefs à aller travailler. Donc, on sait, par exemple, il y a des grands commerces, par exemple, même Carrefour, qui est un des supermarchés les plus grands en Argentine, et dont les travailleurs du commerce ont dû aller travailler. Et
est obligé, même si les syndicats même est convoqués donc à la grève, si les patrons sont obligés à travailler, leurs délégués bureaucrates n'allaient pas pour garantir la grève. Donc, ça obligeait aux travailleurs et tout. Et bien sûr, tous les secteurs précaires. Et nous, on a été très critiques. Par exemple, notre groupement de travailleurs à la UTA et au subte, au train, et groupements Le et collectif, ouais. Ouais. nos collectifs qui sont dans le MAC, le mouvement ouvriers classistes, on a fait une grande bataille contre cette politique de la CGT vraiment importante. Mais même, et malgré ça, et il y a eu des grandes mobilisations. Et le plus important, c'est qu'il y a eu des secteurs où, oui, il y a eu des grands grèves. Par exemple, les avions. Il y a eu 300 000 avions qui n'ont pas sorti hier. Et par exemple, les automotrices. Oui, ici en Argentine, il y a la Ford, Volkswagen, Peugeot, etc. Et ils Mhm. sont Renault et d'autres, Fiat aussi. Et là, il y a eu une grève totale et les syndicats ont mobilisé. Et pourquoi? Parce que justement, Aerolíneas Argentinas, c'est une des entreprises, par exemple, que serait privatisée. Ouais. Mhm. Et même avec les négociations de maintenant, ça continue à être privatisé. Donc là, il devait faire une démonstration un peu plus forte. Et la même chose dans les secteurs des automotrices, où il peut y avoir de grandes crises en Argentine avec les plans Milei. Et donc, ils ont dû faire une mobilisation grande. Alors justement, Après, bien sûr, oui, pardon. oui, non, non, je disais justement, en fait, avec ce que tu racontes, il y a un peu un décalage entre le fait que la force du mouvement ouvrier s'est véritablement démontrée hier. Il y a une présence massive de nombreux secteurs qui ont montré que la force était là, quoi, pour faire face aux attaques de Javier Milei. Et en même temps, tu montres un peu les limites du plan des directions syndicales qui, de leur côté, ici, ça s'est vu, on va dire, la première image qu'on voit, évidemment, c'est la massivité de la mobilisation, l'arrivée de nombreux secteurs qui se sont mobilisés. J'ai vu aussi qu'il y avait les secteurs du chantier naval qui étaient présents de Rio Santiago. Il y a eu plusieurs secteurs un peu historiques de bastions du mouvement ouvrier qui étaient présents. Tu disais de l'automobile, tu disais des compagnies aériennes. Mais alors, quel bilan et quelle perspective doit se construire un peu pour faire face à la possibilité d'un vote de la loi dans les prochains jours, de la loi Omnibus, qui a pour objectif la délégation du pouvoir législatif dans l'exécutif, qui est un peu ce gros projet législatif qui aujourd'hui fait débat en Argentine. Bien, ce que je pense important, c'est que comme bilan, maintenant, il y a la possibilité de que le Congrès va faire une session peut-être mardi prochain, parce que ils viennent de signer un accord entre le secteur des députés de Milei et un secteur plus dialoguiste de l'opposition de droite. Donc, il paraît que ça sera ça. Nous, on pense que le plus important maintenant comme bilan, c'est nous préparer depuis maintenant, depuis aujourd'hui, après la mobilisation d'hier, tous les secteurs indépendants et combatifs qui ont été présents hier à la mobilisation. Et par exemple, moi, je suis partie avec les assemblées d'autoconvoqués de toute la zone ouest. On était près de 1500. On s'est coordonné après avec les assemblées de la zone sud et on est arrivé au pôle indépendant des secteurs combatifs et il y avait eu une grande cortège des ouvriers de Soudma et des pneus. Il y a Du eu un pneumatique, ouais. important, oui, il y a eu qui sont du secteur combatif. Il y a eu une mobilisation importante des cheminots de Sarmiento aussi. Il y a eu une mobilisation importante des enseignants qui sont opposés à la ville de Buenos Aires et dans la province à Kicillof, avec par exemple le syndicat ADEMIS, mais aussi toute la multicolore qu'on appelle ici, qui est grande dans toute la C'est province un de Buenos collectif syndical important, ouais, je clarifie oui, ici pour même, ceux qui nous je suis écoutent. à la zone nord et le syndicat des enseignants à Tigre, c'est un syndicat récupéré où nous, on a des camarades qui sont dans le syndicat, des camarades qui sont maîtresses et enseignantes, qui hier a eu une importante délégation aussi.
Il y a eu une délégation grande de Mardi Gras, et comme tu disais, où il y a deux bus sont partis de Mardi Gras avec et tous les ouvriers et aussi avec des voisins, des secteurs, des enseignants qui sont tout près. Ils sont partis. Et une grande délégation de notre collectif, par exemple, des travailleurs des aéroports, avec les délégués de GPS et le groupement d'RP, etc. Donc, notre aussi groupement collectif de Mondelez, c'est une grande entreprise de l'alimentation, comme si ça serait Danone, mais qui est des États-Unis, oui, la ex-Kraft, et Ouais. où nous, on a une grande tradition de lutte et on a été le seul groupement qui a mis des bus pour que les ouvriers puissent se mobiliser. Et on est très critique de la commission interne et du syndicat de, de Daher, qui est le frère de celui qui dirige la CGT, Ouais. et où il a seulement fait un petit cortège avec 180, 200 délégués, et il aurait pu mobiliser, il y a 80 000 ouvriers de Ouais. l'alimentation, au moins une colonne de 1000, et il n'a pas voulu, non? Donc, tous ces secteurs, plus les assemblées, plus les étudiants, que là, commencent à s'organiser, car il y aurait une attaque énorme aux universités qui déjà commencent à se faire sentir parce qu'il y a des universités qui ont dénoncé qu'il n'y a pas des cours d'été, Ouais. ils ont pas ouvert. Tous ces secteurs, je pense que le bilan, c'est nous préparer si le mardi ou lundi soir, ils disent c'est demain la session et ils vont faire des manœuvres pour éviter une grande mobilisation encore, nous préparer pour y aller et faire une exigence très forte à la CGT que c'est ce jour-là qu'il faut faire une vraie grève avec les transports, qu'il soit une grève active avec des piquets et puis aller pour jeter, je ne sais pas comment on dit, l'attaque de Milei. Alors, c'est très important ce que tu expliques parce que dans la dernière émission, on avait discuté notamment du rôle donc du Parti des travailleurs socialistes dont tu fais partie et de l'extrême gauche de manière générale dans le fait de préparer la situation qui arrive dans les prochains jours et même la journée d'hier. Vous vous êtes réunis notamment avec, avec l'ensemble de l'extrême gauche argentine, plusieurs syndicalistes combatifs et syndicats récupérés, comme tu disais, de la bureaucratie, des organisations pour la mémoire de la dictature, des organisations féministes, des organisations de quartier qui sont présentes comme une tradition depuis 2001 de s'organiser avec ses voisins pour pouvoir organiser des assemblées générales, etc. Tout ça s'est réuni autour d'un cortège indépendant qui défendait un mot d'ordre aussi de prendre la grève en main et de pouvoir construire un véritable plan de bataille contre le gouvernement Milei et ses projets. Jean-Baptiste, peut-être que tu veux rajouter quelques éléments sur ça? Oui, par rapport à ce que disait Sol, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Et puis, une grande salutation à Sol qui est de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui est en première ligne contre les attaques de l'extrême droite et de l'ultracapitalisme, puisque plus qu'anarcho-capitaliste, c'est un ultracapitaliste, effectivement, qui est au pouvoir. Et je crois que ce qui a été décrit, c'est vraiment une situation qui est d'abord très enthousiasmante et aussi très contradictoire, euh, puisque d'un côté, il y a une énorme colère, puisque s'il y a bien quelque chose qu'il faut retenir, c'est que il y a au minimum beaucoup d'inquiétudes, même chez celles et ceux qui, par désespoir ou par espoir de changement, avaient voté pour Milei, hein, justement en pensant qu'ils allaient résoudre d'un coup de baguette magique la situation catastrophique que vit le pays. Ou Ouais. sinon, il y a beaucoup de déceptions, parce qu'en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est l'exact opposé de ses fameuses promesses, hein. Il disait qu'en gros, tout allait bien avec lui, qu'en quelques mois, ça allait se rétablir. Évidemment, ce n'est pas le cas. Ou évidemment, beaucoup d'indignation, puisque ce projet de loi, méga projet de loi qu'il entend imposer, il y a des attaques tous azimuts dont vous venez de parler. Et dans ce cadre-là, cette colère qui couve et qui est très importante, hein, les organisations syndicales n'ont pas pu ne pas appeler justement à la grève, hein. Et de ce point de vue-là, c'est un tour de force, hein. C'est-à-dire que Milei a réussi à avoir la première grève générale en Argentine après 45 jours de gouvernement. Je crois que c'est le dernier qui avait fait ce genre de choses, c'était un ministre de l'économie en 75, hein, qui s'était pris justement, qui avait fait péroniste, lui, qui avait essayé de mettre en place un peu des mesures de ce type-là, justement, d'extrême dévaluation,
libéralisation des prix et attaque contre les conditions de travail. Et donc, ça avait duré très peu de temps parce qu'il y avait justement la bureaucratie avait été obligée d'appeler la grève et une mobilisation de masse qui avait surgi, on y reviendra peut-être, mais avec cette tentative de corseter, de limiter le plus possible, justement pour pas que la situation ne déborde. Et comme disait Sol, partout où il y avait un appel qui était clair, la grève a été totale, voire ou quasi totale. Donc voilà, ça a été le cas dans un certain nombre de secteurs, en sachant là encore qu'en Argentine, on est en plein été. Mm. Euh, les cours n'ont pas repris, les lycées sont fermés, les facs aussi. C'est-à-dire que c'est un peu comme si ici il y avait une grève générale le 31 juillet. Ouais. C'est-à-dire que se donner un peu l'idée de, effectivement, de la potentialité et à la fois de ce qui a pu, de ce qui a pu arriver. Euh, et partout, donc là où donc les ouvriers dans le pétrole, par exemple à Neuquén en Patagonie, la grève a été totale, voilà, mais la bureaucratie a refusé de mobiliser. Là où l'extrême gauche, la gauche révolutionnaire, a du poids dans les syndicats, effectivement, c'est des colonnes très importantes qu'on a pu voir dans différentes villes du pays et dans la capitale dont parlait Sol, avec cette volonté vraiment d'en découdre, et qui, pour l'instant, combinée à une faiblesse du gouvernement, en tout cas, qui n'a pas complètement les moyens de sa politique, parce qu'au Sénat, à la Chambre des députés, au niveau des gouverneurs, il est loin d'être majoritaire, a dû justement déplacer, procrastiner d'une semaine le débat, le vote possible de la loi, en enlevant sur les X articles de loi de cette espèce de méga projet, environ 160 déjà, donc en commençant à détricoter, alors ce qui ne veut pas dire que c'est une première victoire, loin de là, mais ça montre la potentialité en tout cas du monde du travail et du coup la nécessité pour la gauche révolutionnaire, pour le Parti travailleur socialiste, pour le front de gauche et des travailleurs, hein, qui est la coalition politique et électorale qui organise l'ensemble de la gauche révolutionnaire en Argentine, d'avancer justement dans cette politique, d'exiger à la CGT une grève générale conséquente et reconductible pour mettre un terme à cette offensive. Et de ce point de vue-là, juste pour finir, c'était assez drôle puisque dans son discours devant les manifestants à Buenos Aires, l'un des dirigeants de la CGT, Hugo Moyano, a eu des mots très durs, en tout cas qui se voulaient très durs vis-à-vis du ministre de l'économie, Caputo, en disant si le ministre de l'économie s'entête, hein, les travailleurs vont le porter en triomphe, en gros, sur leurs épaules, mais pas pour lui faire un triomphe, pour le balancer, en gros, au riachuelo, pour le balancer à la poubelle. Bon, le seul problème, donc évidemment, Milei a dit que c'était très grave, c'était une agression, des syndicalistes mafieux, etc. Voilà. Mais la question, c'est qu'il n'a pas dit effectivement comment trouver le ministre, où se donner rendez-vous pour se faire, à combien y aller, etc. C'est-à-dire un plan de lutte pour être réellement, conséquemment contre justement ce projet, plutôt que d'appeler les députés à la bienveillance et à ne pas voter, ce qui est quand même la ligne, effectivement, de l'opposition de centre-gauche et des directions syndicales aujourd'hui. Oui, justement, enfin, là, ce que tu pointes, notamment du fait qu'il y ait en plus une grande partie de la population qui était présente hier, des gens qui ne sont pas du tout organisés d'un point de vue syndical, qui ne sont pas organisés d'un point de vue politique, qui étaient présents dans la manifestation. Notamment, il commence à y avoir, même si ça reste encore un phénomène qui est difficile à quantifier, des gens qui ont voté Milei, qui pensaient qu'il allait en finir avec la caste, finir avec ceux qui ont fait payer la crise de ces dernières années, parce qu'il faut voir, hein, parce que c'est important pour le public français quand même de rappeler que la crise en Argentine n'a pas commencé le 10 décembre, elle a commencé il y a déjà plusieurs années et les gens en payent les conséquences déjà depuis plusieurs années, de manière générale. La perte du salaire, la perte du pouvoir d'achat sont des problèmes récurrents et qui n'ont fait que s'intensifier, même si le début du gouvernement Milei a été marqué par une attaque très dure. Mais justement, par rapport à ce que tu expliques, Jean-Baptiste, et ce que expliquait juste avant Sol, on voit vraiment qu'il y a un décalage qui, j'ai l'impression, est présent de manière générale dans l'histoire du pays, dans les moments de tension comme cela, entre d'un côté une base qui est disposée, même si on ne pourrait pas faire une généralisation de manière trop forte, mais en tout cas une base qui fait face aux coups et aux attaques généralisées d'un gouvernement qui a pour objectif de s'attaquer à la classe ouvrière, et de l'autre côté, des directions syndicales qui peuvent
certes avoir un discours plus à gauche sur le moment, mais qui d'un point de vue du plan de bataille, pour ce que racontait Sol tout à l'heure sur les usines à 80 000 avec des cortèges à 150 personnes, chez les secteurs centraux de la direction, des directions syndicales, voilà. Qu'est-ce que ça nous dit, on va dire, sur le fait qu'on peut avoir une classe ouvrière argentine qui est peut-être une des plus organisées, des plus combatives au monde, et sur l'histoire de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier de manière générale en Argentine, notamment qui a été très combatif et ce que ça dit de la situation actuelle. La question est pour les deux. Je sais pas, bon, et si tu veux commencer, Jean-Baptiste, toi, c'était intéressant ce que tu disais, je pense, sur la comparaison avec les années 70 ou pour penser l'histoire de la classe ouvrière et tout ça. Et je pense que Jean-Baptiste marquait, par exemple, que après 45 jours, déjà Milei, il vient avec toutes ses intentions de grande attaque et tout ça, de devenir un roi avec plein de pouvoir et tout ça. Et je pense que les relations de force, même si la classe ouvrière, à cause des directions syndicales, que comme tu disais, Julien, ont laissé passer jusqu'ici toutes les attaques sous les antérieurs gouvernements, Macri, euh, après Alberto Fernandez péroniste, avec Massa du péronisme et tout ça. Et maintenant, ils sont obligés à commencer à faire ça, mais ils se voient qu'il y a un mécontentement très grand dans les secteurs de la classe ouvrière qui sont sous les directions syndicales bureaucratiques, mais aussi dans les autres secteurs, que je pense que c'est ce que expriment un peu les assemblées autoconvoquées, où là, il y a beaucoup de travailleurs, il y a des différents secteurs, étudiants et tout, qui s'organisent là, justement parce que dans leurs endroits de travail aussi, il n'y a pas d'assemblée. Hmm. Et c'est quelque chose que nous, on va donner une lutte stratégique pour qu'il y ait des assemblées dans toutes les usines, les services, les endroits des hôpitaux qui vont être attaqués, les écoles et tout, parce qu'il faut vraiment lutter et construire une grande force dans ce sens. Je pense qu'il y a deux choses importantes. Et, c'est que nous, je crois qu'il y a en Argentine une certaine avant-garde qui avait été qui est dans certains syndicats, etc. Mais aussi, ça vient de toute l'expérience 2001 qui, même si ça s'est passé déjà plus de 20 années, évidemment, il y a quelque chose qui revient un petit peu de ça. Mais en plus, il y a eu toute une expérience, je crois, pendant ces années avec la bureaucratie syndicale et je pense qu'on peut revenir plus le mouvement des étudiants euh, à récupérer, je pense, et je crois que c'est notre défi aussi comme militants, récupérer la grande tradition, je crois, de la classe ouvrière argentine pendant les années 70 et d'unité avec comme a été comme lection pour nous, ou je ne sais pas comment Comme on dit, leçon, non? ouais. Des leçons, voilà, qui ont été pour nous. Je pense qu'il faut partir de ces leçons et pouvoir les développer parce que vraiment, je pense qu'il y a la force et il y a une morale qui commence à se voir dans les secteurs qui hier indépendants se sont mobilisés pour vouloir vraiment continuer jusqu'au bout, non? Ils commencent à se donner tout ce processus. Et comme c'est au début du gouvernement Milei, je crois que la perspective, c'est que ça s'ouvre un cycle en Argentine nouveau de lutte de classe où il y aura différents moments et, et plus contrôlés par la bureaucratie, d'autres qui soient plus indépendants et avec des actions plus révolutionnaires, des moments avec des triomphes, avec des défaites et au cours de toutes ces expériences puisse se développer une avant-garde et nous aussi comme parti pouvoir intervenir et donner une perspective et, de tout ça en Argentine, non, au secteur qui puisse revenir.
et là, je vois un peu comme l'élection que beaucoup n'avons pas vécu une époque comme celle-ci, qui s'ouvre en Argentine, je crois, pour au moins moi. Je n'ai jamais vécu une époque de lutte de classe comme celle qui va se venir. Différente a été le syndicalisme combatif sous les gouvernements de Kirchner, ou ici à la zone nord, et même à Madi Graf, après et tout, que ça a été sous Cristina Kirchner. Lear, Kraft, tout ça, PepsiCo, ça a été des expériences différentes. Et là, je pense que c'est une lutte plus de masse et plus politique qui nous met comme défi donner une grande alternative politique. Et là, je pense que le nouveau, et pour finir, je pense que le plus important, c'est que nous, on n'avait jamais eu un point d'appui tellement grand avec les députés qu'on a qui ont joué un rôle pour nous très important dans toute cette lutte depuis qu'on commençait les commissions, avec Miriam Bregman, Cristian Castillo, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, qui ont donné des luttes que des milliers ont vues par les réseaux sociaux. Et hier, Myriam et Nico ont été à la place. Et, je crois que c'est les seuls députés qui ont été. Au moins, je n'ai pas vu d'autres dans les médias. Et où les gens venaient les féliciter, les applaudir et leur donner beaucoup de morale, beaucoup d'appui. Et prenaient des photos par milliers, tout le monde, même des secteurs péronistes, des Oui. secteurs combatifs et tout, qui montrent qu'on commence à être vraiment des tribunaux, ou Les je ne sais pas tribuns. comment Les qui, tribuns. oui, qui puissent dire, qui puissent vraiment dire ce que nous, on discute dans les assemblées de base, eux sont nos porteurs, non? Notre voix dans ça que nous, en Argentine, on dit cueva de bandidos, que es ese congreso donde están, c'est un endroit où ils font des réunions à part dans des hôtels de luxe, La c'est la cave des carte, bandits. ouais, c'est brutal. Ils Et négocient en ils sont secret sur ce qui se passe. Ouais. Oui, tout ça a donné beaucoup de... Tout ça, c'est nos députés qui le dénoncent. Ils disent en ce moment, ils sont pas ici, ils sont dans un hôtel, tu vois, de 5 étoiles et ils sont en train de négocier ton destin, tu Hmm. vois. Et ils Ouais. sont même pas ici. Et nous, on a invité des secteurs de la culture, des secteurs des travailleurs et des femmes pour parler et même, ils viennent pas les écouter. Oui, Et tu dis des donc, députés, pour clarifier pour ceux qui nous écoutent, hein, les députés du Front de gauche, c'est... du Front de gauche unité, de l'extrême gauche, qui sont Myriam Bregman et Nicolas Delcagne, qui ont aussi été candidats à l'élection présidentielle et qui sont devenus des référents de lutte ces dernières années, notamment en portant le programme de la gauche révolutionnaire aux élections, mais aussi au quotidien dans les différentes luttes qui ont pu traverser le pays. Et qui, là, dans le cadre des négociations qu'il y a sur la loi Omnibus dont on parlait dans l'introduction, voilà, on montrait un peu, on renouait un peu avec une forme de parlementarisme révolutionnaire que revendiquait historiquement la tradition du marxisme révolutionnaire. Mais justement, pour revenir un peu sur ce que je disais, puis peut-être qu'on pourra revenir ensuite sur les tâches du Parti des travailleurs socialistes, etc. Mais je pense que c'était intéressant tout ce que tu disais au début sur la comparaison avec le fait que ta génération, par exemple, n'a pas connu de moments d'intense lutte des classes dans les dernières décennies. Pourtant, en Argentine, il y a eu des moments d'intense lutte des classes. Et là, peut-être que Jean-Baptiste pourra nous en dire un peu plus aussi sur l'histoire du mouvement ouvrier, notamment les années 70, qui pour le coup a été un ouvrier plus politique, qui avait été à la tête de grandes luttes sociales et de grandes luttes politiques contre les gouvernements, au moins jusqu'à la fin des années 70. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, Jean-Baptiste, sur la comparaison qu'on pourrait faire entre cette tradition et ce qu'il en reste aujourd'hui en Argentine? Puis on reviendra après sur le Parti des travailleurs socialistes. Ouais, il me semble que en tout cas, c'est ce que plusieurs analystes soulignent en règle générale, que ce que Milei essaye de conjurer, c'est vraiment classe laborieuse, classe dangereuse, hein. C'est-à-dire que il a un côté complètement mégalo et en même temps, c'est quand même un sacré menteur, hein. Et donc l'idée qu'il avance de façon constante, c'est que donc l'Argentine devrait redevenir une sorte de puissance
mondial, un pays très riche, très prospère, tel qu'il l'avait été au tout début du XXe siècle ou à la fin du XIXe, une sorte de Canada tropical ou Canada de la Pampa, en gros, quoi. Mm. Alors évidemment, c'est un pur mensonge parce que c'est d'abord oublier l'extermination des populations autochtones qui a présidé à la construction de l'Argentine moderne. C'est également oublier les centaines de milliers de migrantes et de migrants qui ont fait l'Argentine justement dans des conditions souvent d'une très grande oppression, exploitation à la fois à travailleurs ruraux de l'intérieur, mais également dans les grandes villes. Et pour Milei, en fait, l'idée, ce serait quasiment que c'est l'obtention du suffrage universel, parce que le type est effectivement très réac, mais il faut vraiment en avoir un peu quelques éléments pour le juger à sa juste valeur. Donc, c'est l'obtention du suffrage universel par la loi de 1912, qui serait un peu à l'origine de tout, en gros, du début de la décadence, en gros. Donc, c'est à partir du moment où la population, du suffrage universel masculin, évidemment, commence un peu à faire de la politique. Bon, il y a ça, mais ce qu'il ne dit pas, ou plutôt c'est le sous-texte, c'est également en fait le mouvement ouvrier tel qu'il commence à se structurer à partir de ce moment-là, d'abord en amont, puisque le suffrage universel est obtenu par un certain nombre de mouvements populaires et à travers la lutte des classes et des revendications. Et il y a tout au long du XXe siècle un certain nombre de mouvements, d'épisodes extrêmement forts, 1919, 1921, 1945, 1969, les années 70 en Argentine, qui montrent que lorsque les gouvernements plus ou moins autoritaires, plus ou moins dictatoriaux, plus ou moins démocratiques, ou parfois les trois en même temps, essayent de revenir sur ou d'attaquer les conditions de vie, de travail des classes populaires et du mouvement ouvrier, en règle générale, ils se cassent les dents, ou en tout cas, ils font face à une très forte résistance qui est liée, alors je ne sais pas si l'Argentine est la classe ouvrière la plus forte du monde, hein, euh, disons dans les Spartakiades du mouvement ouvrier, il faudrait voir, en tout cas, c'est sûr qu'ils ont les footballeurs les plus forts, mais c'est sans doute l'un des mouvements ouvriers, effectivement, les plus puissants, de par ses traditions, de par sa trajectoire, et cette triple combination qui est dont Sol parlait à l'instant, c'est-à-dire c'est l'Assemblée, la tradition de l'Assemblée générale, c'est-à-dire la démocratie directe sur les lieux de travail, sur les lieux d'études, dans les quartiers, au niveau territorial, du territoire productif ou du territoire social. C'est après les tentatives de coordination de ces différents secteurs-là, avec cette tradition justement pour, y compris dépasser le carcan qui est mis par des organisations syndicales qui justement essayent ou sont contraints de mobiliser, mais pour mieux contrôler les choses, ne veulent pas aller jusqu'au bout. Et puis après la grève générale, avec y compris des modalités, un répertoire d'action qui est particulier, qui peut être extrêmement revendicatif ou extrêmement dynamique. Et c'est ces trois choses-là dont Milei est absolument conscient. Toutes ces déclarations à la presse, de même que les déclarations de sa ministre de la Sécurité, sont euh, bouffonnesques et ridicules, mais en fait montrent une très forte inquiétude. Donc, ils ont dit qu'effectivement, c'était 0,19% de la classe ouvrière du monde du travail qui s'était mobilisée pour Bullrich. Certains proches de Milei ont dit 1%. Bien entendu, évidemment, c'est beaucoup plus. Ça a été massif avec les limitations que donnait Sol. Et surtout avec cette potentialité, cette tradition qui peut se réactiver, y compris en dépit de la grande léthargie dans laquelle était le monde du travail en Argentine depuis plusieurs années déjà, puisque, en tout cas, depuis 2017 et surtout après ce gouvernement de centre-gauche de Fernandez et de Kirchner, donc du Mm. gouvernement péroniste, les bureaucraties syndicales ont tout fait pour qu'il n'y ait absolument aucune mobilisation, quand bien même, comme tu le disais, la crise avait déjà commencé, c'est-à-dire 40% de pauvreté, une inflation à trois chiffres, c'est des choses qui ne datent pas d'hier. Et donc aujourd'hui, cette colère est en train de déborder et potentiellement pourrait justement connecter avec cette tradition particulière d'assemblée générale, de coordination, de grève générale, d'unité du mouvement ouvrier avec d'autres secteurs, notamment le mouvement étudiant. Donc là, ici, il faut attendre effectivement le retour des cours et le retour en classe, et avec aussi une capacité d'extrême gauche qui a toujours eu un rôle en Argentine, en tout cas une dynamique particulière, qui aujourd'hui a pu se voir au niveau électoral avec l'élection donc, de 5 députés, Vilca, Castillo, Bregman, Del Caño et Romina Del Pla, qui sont donc
5 députés rotatifs du Front de gauche et des Travailleurs Unités, et qui se font le relais justement dans les manifestations, dans l'hémicycle et lors des sessions parlementaires extraordinaires des revendications du monde du travail, et ce qui donne effectivement une autre dimension et quelques avantages en plus, en tout cas, pour les secteurs qui, effectivement, sont bien déterminés à aller jusqu'au bout, en tout cas à en découdre, et à se donner toutes les possibilités pour battre en brèche le méga décret de Milei. Alors justement, comme on est sur la question, on arrive à la question du PTS, il y a un enjeu donc pour ce que tu expliquais, Jean-Baptiste, à aussi pouvoir construire une tradition alternative de la façon de faire de la politique dans le mouvement ouvrier, de pouvoir dépasser les directions actuelles du mouvement ouvrier qui sont plus ou moins les mêmes noms depuis plusieurs décennies ou plusieurs années au moins, qui sont parfois même d'une certaine manière, il n'a pas tellement tort, mais quand il dit qu'il y a des castes syndicales, il y a des secteurs en fait les Moyano dont tu parlais tout à l'heure, par exemple, c'est une famille entière qui dirige un par un, se succède en fait à la tête du syndicat des camionneurs ou de plusieurs autres parties de la CGT, justement. Et cette question pose la question du lien qu'il y a entre, d'un côté, les directions syndicales et de l'autre, la direction historique de ce qui serait en gros le centre-gauche, mais qui va aussi vers la droite ensuite, hein, mais ce qu'est le mouvement politique et le péronisme. Quel est l'enjeu? Comment est-ce qu'on pourrait comprendre un peu l'enjeu de construire justement une alternative d'indépendance politique totale du mouvement ouvrier pour qu'il puisse poser ses propres perspectives pour résoudre la crise actuelle et qui, j'ai l'impression, est la politique, en tout cas, qui est en train de mener le Parti des travailleurs socialistes. Oui, d'un côté, je pense que Et pour ce que disait Jean-Baptiste et la question que tu me poses, et je crois que c'est fondamental. Et les trois éléments que tu disais, Jean-Baptiste, et, c'est-à-dire, nous, on doit faire une bataille pour une stratégie qui soit les assemblées dans les endroits de travail et d'étudiants et les assemblées des quartiers, des localités, etc., auto-convoquées, auto-organisées et qui à la fois s'unissent, non, et dans une perspective d'unir. C'est pour ça qu'hier, nous, on a uni les assemblées avec les travailleurs des cheminots. On a coordonné, le deuxième point que disait Jean-Baptiste, assemblée, coordination et le programme de la grève générale active avec des piquets et organisés dans les quartiers, les usines, les transports, etc. C'est notre perspective avec le mouvement des étudiants et les milliers de jeunes précaires qu'il y a en Argentine, de plus en plus, qui ne sont pas syndicalisés. Et comme ça, on pense qu'avec cette énorme force qui est l'immense majorité de l'Argentine, on est 46 millions d'Argentins et le 90%, je crois que c'est la classe ouvrière, ces familles et ces secteurs. La classe moyenne est de plus en est importante dans les grandes villes en Argentine, mais de plus en plus, elle commence à se diviser avec un secteur qui se va vers les assemblées populaires, et parce que la crise frappe à beaucoup de secteurs il y a moins de 1% qui est parti des patrons et de la classe capitaliste en Argentine. C'est brutal. Et ça, c'est de plus en plus grande la différence, la distance. C'est ce qu'a dénoncé Cristian Cartillo dans le Parlement l'autre jour. Et Nicolas del Caño, je crois, hier, j'ai vu qu'il a dit très bien, et tout le monde l'a félicité parce qu'il a dit que le plan de Milei, c'est un plan qui va bénéficier seulement 10 000 des plus riches en Argentine contre des millions qui sont de la classe ouvrière et en plus, en particulier, tous nos retraités qui vont être les secteurs les pires, de plus en plus pires, qui ont déjà été attaqués par Macri, par Alberto Fernandez et maintenant brutalement par ce plan de Milei. Donc, dans ce sens, je pense que oui, c'est un plan de guerre qu'a lancé Milei et qu'il va avoir l'accord des partis de la coalition dialoguiste et des secteurs de l'opposition de droite, où il y a le pro de Macri, il y a un secteur des radicales, etc. Et après, pour ce que tu disais, Julien, la lutte politique avec le péronisme, je pense que c'est quelque chose de fondamental que tu me demandais et que c'est très important parce que oui, et
il y a l'Union pour la Patria, non? Union pour la patrie, c'est le nom maintenant du bloc des députés du péronisme. Mais ils ont dit depuis qu'a commencé cette négociation et tout, que il y a un secteur des péronistes, par exemple de Salta, c'est-à-dire du nord de l'Argentine, qui ont déjà dit, ou d'autres, je ne me rappelle pas de quelle province, qu'ils vont être avec, vont lever la main à faveur de la loi de Milei avec les modifications et tout ça. Et donc, vraiment, il y a une discussion très, très importante avec le péronisme qui nous a menés jusqu'ici, comme tu disais, qui est responsable de cette situation. Et nous, on veut que les différents secteurs qui encore ont confiance dans les directions qui se revendiquent de centre-gauche et tout ça comprennent que ça va pas la conciliation de classe, ça va pas les politiques comme ça. Il faut faire une politique d'indépendance de classe, d'auto-organisation, de confiance dans notre propre force et pas batailler. Je pense que la stratégie du secteur péroniste, il y a différents secteurs dans le péronisme, la stratégie de secteur du kirchnerisme, centre-gauche et tout ça, c'est comment on dirait ici apportar, et je ne sais pas Sur comment dire, Paris, oui. faire un pari pour que ce gouvernement de Milei soit en crise de plus en plus, et se desgaste, je ne sais pas comment on dit, devienne de plus en plus faible, perde d'ici à 4 années pour faire une grande formule pour 2027. Et le En président, 2027, ouais. c'est le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof. Et donc, hier, on a vu ça dans la place où il y avait la CGT et il y avait les intendants, les maires. Par exemple, moi, j'étais à Moreno avec les secteurs indépendants, mais aussi la maire, ou je ne sais pas, mais c'est une femme, non, le maire de Moreno, c'est Mhm. un des endroits les plus grands et très pauvres du Grand Buenos Aires. Elle a mobilisé avec le mouvement Evita. Elle est partie du mouvement Evita. Et, mais ils vont avec d'autres maires du tout Grand Buenos Aires. Ils ont fait Avellaneda, tout ça, et des mobilisations hier, mais avec des consignes qui ne donnent pas la perspective de que cette attaque tombe par la lutte de classe. C'est-à-dire, ils vont éviter, je crois, le péronisme, que se développe notre perspective que disait Jean-Baptiste d'auto-organisation et tout ça. Ils vont essayer de faire ils vont jouer ce rôle et pour que le gouvernement ne tombe pas par la voie révolutionnaire ou par une voie de lutte de classe, oui, mais qui soit à partir du vote à un changement de gouvernement péroniste. Alors, c'est très important ce que tu dis parce que justement, c'est là qu'on voit aussi que le problème des directions syndicales et de la mobilisation d'hier n'est pas seulement la question de combien de gens ils auraient mobilisé dans la rue, à quel point ils ont fait le pari d'essayer de construire cette grève générale, sur la question des critiques que tu as pu faire, hein, notamment sur les transports qui ont commencé à être coupés qu'à partir de 19h ou autre, mais aussi sur la perspective que propose la direction syndicale à cette mobilisation qui est celle de mettre une pression très forte sur les députés qui pourraient potentiellement voter cette loi, donc de penser simplement leur politique vis-à-vis d'une forme de pression parlementaire, vers la possibilité de recomposer le péronisme comme mouvement politique d'ici les prochaines élections en 2027, sachant que on peut s'imaginer très clairement ce que vont signifier 3 ans de plus, enfin 4 ans de gouvernement Milei pour la classe ouvrière, si déjà à 45 jours de pouvoir, il a pu lancer des attaques aussi importantes. Clarifions peut-être pour notre public français, parce que tu parlais de l'opposition dialoguiste. En fait, on parle ici d'une partie de l'opposition de droite, hein, notamment les anciens les macristes qui sont liés à l'ancien gouvernement Macri de 2015 à 2019, de la droite traditionnelle, les radicaux et une partie du péronisme qui ont donné, parce que Milei est en minorité, que ce soit au Congrès
comme au Sénat, ont donné un accord sur la possibilité de voter la loi Omnibus qui donnerait un quasi plein pouvoir au gouvernement Milei pendant au moins un an. Ce qui est un changement total de régime, ce qui est une attaque profonde, ce qui permettrait des attaques profondes de la part du gouvernement sur la classe ouvrière, de décharger totalement la crise sur le dos des travailleurs et des plus pauvres du pays. Et tout ça, c'est discuté en secret, comme tu l'as dit juste avant, dans une cave de bandits, là, ce que tu disais, c'est-à-dire le Congrès, en fait. Et parfois, pendant que le Congrès est en train de discuter dans des commissions parlementaires la loi, les mêmes députés péronistes ou de la droite, etc., enfin d'une partie du péronisme en tout cas, ou de la droite, est en train de négocier en secret dans un hôtel, comme tu l'as dit tout à l'heure, 5 étoiles, l'ensemble des éléments de la loi et pas négocier que la taxe soit moins dure. Ils étaient en train de négocier notamment pour la défense du budget des provinces, là où ils ont un certain pouvoir, par exemple pour les péronistes, ou la défense des secteurs de l'agrobusiness. Et ça, c'est important à clarifier quand même pour montrer que la voie institutionnelle, la proposition que fait actuellement la CGT n'est en aucun cas, le programme en tout cas que défend la CGT, n'est en aucun cas ce qui va permettre de construire un frein au gouvernement Milei, mais plutôt de préparer un potentiel retour, éviter une décomposition totale du péronisme, en tout cas préparer son retour d'ici quelques années. Alors justement, Jean-Baptiste, peut-être que tu pourrais nous en dire plus sur ça, sur cette pression qui existe aujourd'hui et qui a existé, que le péronisme a fait exister pendant longtemps, au moindre mal, c'est-à-dire attendre, prendre les attaques une par une d'un gouvernement de droite, et puis quand les prochaines élections arriveront, on attend ces prochaines élections pour voter pour le candidat du moindre mal. Est-ce que le moindre mal a permis de changer quelque chose jusqu'à présent dans la situation en Argentine? Alors, la J'essaie question est quand un peu même de rhétorique. répondre à la question dans un sens, hein. Euh, mais disons que de façon assez symétrique, hein, euh, Milei s'est rendu à Davos pour essayer de montrer une certaine respectabilité. Alors, il y aurait des choses à dire là-dessus, mais peu importe, hein. Je crois que son plan a plus ou moins bien marché, en fait, en réalité. Et de l'autre côté, les péronistes essayent aussi de montrer qu'ils sont responsables, hein. C'est-à-dire que je crois que à la fois à un niveau macroéconomique et à un niveau social, les plus lucides des analystes savent que l'Argentine est sur la corde raide, qu'il y a la possibilité d'une banqueroute, hein, et d'un naufrage à la fois économique et social. Le but est de l'éviter, non pas de l'éviter en ponctionnant sur les grandes fortunes, en arrêtant de payer la dette extérieure, en opérant un autre type d'imposition fiscale sur les grands bénéfices du secteur agroalimentaire et agroexportateur, par exemple, mais en tapant dans le portefeuille des plus pauvres, des travailleurs, en privatisant avec une cure d'amaigrissement de l'État, etc. Donc les vieilles recettes libérales, néolibérales ou ultralibérales, ça dépend de l'épithète qu'on veut bien lui donner. Et de l'autre côté, il y a effectivement cette pression sociale, ce mécontentement qui est très fort, qui, d'un point de vue électoral, s'est exprimé de façon assez contradictoire et aberrant à travers donc le vote, hein, pour Milei. Mais face à lui, il y avait effectivement un candidat désargenté au sens propre comme au sens figuré. C'était Sergio Massa, c'est-à-dire l'ancien ministre de l'économie, qui n'avait quand même pas fait grand-chose, voire avait fait un peu n'importe quoi. Et donc, il y avait peu de crédit, qui avait plus de crédit du tout, en fait, fondamentalement. Et donc, les péronistes, effectivement, essayent de gagner du temps. Alors, il y a ceux qui, effectivement, par une politique de cabotage, essayent de limiter la casse au niveau de leur propre province. Donc, il y a 3 députés de la province de Tucumán qui se sont fait débaucher. Donc, il y a sur les 5 députés péronistes, il y en a 3 qui se sont fait acheter littéralement, hein, qui répondent au gouverneur actuel, en échange du fait que, pour donner un exemple, que le secteur sucrier, qui est très important pour la province et qui est très important au niveau des biocarburants et de l'éthanol, ne soit pas inclus dans les mesures justement de transformation. Et le secteur des agrumes et de leurs dérivés, donc là aussi un secteur exportateur qui est important. Donc en échange de ça, une sorte de protection temporaire de ces 2 secteurs économiques, non pas évidemment des travailleurs agricoles, des champs de canne à sucre et des champs de citron et d'orange qui travaillent dans des conditions absolument terribles. Mais en échange de cette espèce de deal, en gros, ont promis leur soutien à Milei en échange de quelques bonifications. Donc il y a cela.
Et puis, il y a effectivement le centre-gauche kirchneriste plus classique, plus traditionnel, péroniste, qui a des liens très importants du coup avec les directions syndicales, avec la CGT et la CTA, qui sont les deux grands syndicats majoritaires, hein. Il y a une sorte d'affiliation syndicale qui est automatique en Argentine et qui, eux, effectivement, essayent de gagner du temps, de temporiser ou de contourner la lutte des classes en répondant aux rendez-vous lorsqu'ils sont obligés de le faire, comme hier, justement, qui vont, j'imagine, réitérer ou vouloir réitérer un nouveau rendez-vous, c'est-à-dire sans mobilisation, sans grève générale active, comme dit Sol, donc c'est-à-dire avec mobilisation sur les lieux de travail et dans les quartiers pour réellement créer un rapport de force et qui vont essayer de contourner ou de passer par des mécanismes parlementaires justement pour freiner la présidence. C'est évidemment absolument criminel, puisque si Milei tape si fort et si vite, c'est pas parce qu'il est très fort et que c'est un rapide, c'est au contraire, il est tout à fait conscient du fait que son crédit est déjà fortement entamé. Il y a eu 9 points de moins dans l'opinion d'opinion favorable dans les dernières enquêtes qui ont été publiées. Et il sait qu'il n'a pas de temps à perdre justement pour faire passer des mesures extrêmement radicales, justement pour résoudre, du point de vue capitaliste, hein, cette double crise que vit l'Argentine, à la fois d'un point de vue économique et social. Donc voilà, donc effectivement, il n'y a pas de moindre mal. Et tout l'enjeu, je finirai là-dessus, tout l'enjeu pour la gauche révolutionnaire, pour le FITU et en sous-sein le Parti des travailleurs socialistes, hein, est d'être en capacité d'appeler au front unique, hein, c'est-à-dire en fait d'imposer, d'interpeller les directions syndicales et d'imposer dans les faits une lutte conséquente et continue. Voilà. Et en étant en capacité, et ça c'est des leçons y compris pour l'Europe et pour la France, hein, être en capacité d'incarner un pôle alternatif, y compris dans les manifs, puisque là, on a vu comment, hier, dans toutes les villes du pays, il y avait systématiquement, non pas un point fixe, hein, mais les secteurs combatifs, les syndicats dans lesquels la gauche révolutionnaire est présente, les secteurs radicalisés, justement, des assemblées de quartier et territoriales, manifester ensemble, justement, en disant, avec un message bien différent, en disant, il faut aller jusqu'au bout, il faut continuer, il nous faut un plan de lutte. Donc voilà, si vraiment on veut balancer Caputo dans le Riachuelo, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Alors justement, bon, je vais vous poser une dernière question à tous les deux. Je pense que ici en France, l'image de Milei, en tout cas celle qui est vendue par y compris une partie des journaux de droite, Le Figaro ici, mais il y a aussi des journaux internationaux hein, comme The Economist, qui ont récemment revendiqué Milei comme le seul choix qu'a l'Argentine, qui a vécu un peu trop au-dessus de ses moyens ces dernières années, et donc qui devrait vivre une cure d'austérité dure pour pouvoir se remettre. Se réadapter au marché international. C'est un peu les arguments d'ailleurs qui étaient utilisés à toute comparaison gardée, mais avec la situation en Grèce dans les années 2010. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ça, de cette comparaison qui est faite? Et tu parlais de Davos, donc la question va être double un peu, je pense, mais tu parlais de Davos tout à l'heure, Jean-Baptiste. On a vu que quand Javier Milei a fait son discours, il a certes généré, pas chez tout le monde, une forme, il n'a pas généré chez tout le monde, en tout cas une forme d'enthousiasme, c'est sûr, mais chez certains secteurs, notamment de l'extrême droite internationale, que ce soit chez Vox, qu'il a rencontré plusieurs fois pendant sa campagne présidentielle, que ce soit chez Trump, qui a été un des premiers candidats à le remercier, le féliciter pour son élection, ou même Elon Musk, hein, qui en a fait des tonnes sur son amour pour Milei, que Milei revendique comme un ami personnel. Qu'est-ce que nous dit tout ça, toute cette situation de la recomposition de l'extrême droite à échelle internationale, et que nous dit donc le 24 janvier, et l'intervention du mouvement ouvrier sur la possibilité de répondre à cette avancée de l'extrême droite à échelle internationale. En France, on en parle beaucoup ces derniers jours. En Allemagne, récemment, il y a eu des mobilisations massives à Berlin notamment, de 2 millions de personnes, il me semble, contre les plans de l'AfD. Voilà, donc pour finir un peu cette émission, qu'est-ce que vous pouvez nous dire voilà, sur un peu ces deux points, peut-être Sol sur la première question, sur le fait que l'Argentine vivrait au-dessus de ses moyens, et puis Jean-Baptiste plus sur la question de l'extrême droite. Bien, sur l'Argentine en particulier, tu me répètes un peu plus la question pour pas... Oui, je veux dire, ce qui est vendu beaucoup par les médias, c'est qu'en gros, l'Argentine dépense trop.
Elle Ah, aurait un système social beaucoup trop développé, elle aurait trop de conquêtes du mouvement ouvrier. C'est marrant, si on regarde la presse, une partie de la presse de droite, par exemple, internationale, elle va dire, c'est d'accord. parce qu'il y a eu Péronne, en fait, qu'il y a une crise aujourd'hui, que les problèmes ont commencé avec la sécurité sociale, concrètement, que les Ouais. problèmes ont commencé avec le droit du travail. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi? Non, je pense que l'Argentine, depuis la dictature qui a commencé en 1976 a commencé une politique de l'impérialisme et des secteurs plus concentrés et ça s'est endetté. Donc ça a devenu, il y a un problème structurel de notre pays comme pays dépendant et peut-être une semi-colonie avec la dette qui est de plus en plus grande et qui est devenu un grand problème structurel de notre pays, car c'est vraiment usurier, oui, la dette mondiale, et cette situation est la responsable de que l'Argentine soit sous cette situation de permanent nécessité de payer, c'est-à-dire tout ce que l'État dépense, je pense que c'est beaucoup plus en payant des intérêts qui sont brutals et au grand fonds international comme le Fonds monétaire international qui est venu ici pour dire que très bien Milei, qu'il faut aller jusqu'au bout. Et si on ne doit pas manger la viande, parce que moi, je ne peux pas acheter la viande aujourd'hui, par exemple, parce que ça vaut 6 000 pesos le kilo de viande. Et c'est impossible avec nos salaires. Et hier, on disait aussi, je suis allée à un anniversaire d'un ami, et puis on voulait acheter des vins. Tu vois, nous, comme la France, il y a les vins de Mendoza, tout ça. Et puis, le moins cher, ici, c'est 3 000 pesos, 4 000 pesos un vin, une bouteille de vin. Donc, manger un assado avec un vin, c'est devenu un privilège. Tu vois, L'équivalent de c'est 3000 pesos, c'est brutal. l'équivalent de 5 euros, quoi, quasiment. Ah, Pour un ouais. salaire minimum de 175 euros. Bon, Pour te alors, faire une idée. Voilà. donc, et je pense que le peu qu'on dépense en aide sociale, c'est vraiment un pourcentage très bas et du produit, Intérieur non, brut. c'est le produit brut de l'Argentine. Ce qu'on dépense en plan social et en quelques aides, état social, tout ça, c'est vraiment très bas. Donc, ils font une grande mensonge, comme disait Jean-Baptiste. C'est une opération, c'est une fake news. C'est pas vrai que la plupart de l'argent va en aide sociale et tout ça. La plupart de l'argent, même il y a beaucoup d'argent qui va dans les grandes entreprises, comme on est en train de dénoncer avec l'entreprise de Galperin, de Mercado Libre, et les grandes entreprises de transport l'État leur donne plein d'argent et le 90% des billets, des tarifs de transport, c'est avec tout l'argent de l'État. Maintenant, ils veulent les enlever, mais que nous, on paye plus le transport. Ils disent que ça va faire 1 000 pesos le transport. Et, alors, tous les services vont augmenter et les salaires n'augmentent pas ou commencent à augmenter dans quelques secteurs mais très petits. Et le reste, on va devenir de plus en plus pauvre. Donc, je pourrais te dire que c'est pas du tout vrai, cette campagne de l'extrême droite, et c'est un mensonge vrai et brutal, et vraiment pour mettre une confusion et aller contre les secteurs populaires et les secteurs des travailleurs qui sont ceux qui font fonctionner ce pays qui sommes les vrais producteurs de la richesse et des grandes entreprises et tout ça. Ouais, peut-être Jean-Baptiste sur l'extrême droite, justement. Attends, j'ai fait déjà la question, donc je te laisse y aller. Ouais. Il me semble que par-delà le discours, la démagogie, le populisme, les bons mots, la vulgarité et autres, ou le côté, voilà, tout ce qui a pu faire, en tout cas, le personnage Milei, par-delà tout ça, on voit bien que l'extrême droite, c'est une machine de guerre
contre le monde du travail et les classes populaires et en faveur des secteurs capitalistes les plus concentrés, à la fois du capital national et étranger, puisque dans ce que disait Sol, il y a effectivement l'idée que l'Argentine, il y aura une portion de son marché captif qui sera effectivement dévolue aux grandes entreprises multinationales qui vont pomper l'argent là où il peut exister dans les services, notamment en faisant des juteux profits, ce qui avait été le cas déjà dans les années 90 et 2000. Donc des entreprises européennes hein, dans le secteur électrique, les télécommunications et autres. Il y a ceux qui vont extraire des matières premières ou les exporter en termes, si c'est dans le secteur agroalimentaire, pour exporter tout ça justement sur le marché mondial. Et puis, pour les travailleurs argentins, effectivement, il y aura que la précarité, des bas salaires ou des salaires gelés, avec la garantie par l'État, justement, que la matraque veille au bon fonctionnement du système et que, en attendant, effectivement, on peut faire du profit. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans et qu'est-ce qu'il y a d'ancien? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette fameuse nouvelle extrême droite? Et qu'est-ce qu'il y a de plus rance, les formes, en tout cas les déjà-vus existants? D'abord, il y a un discours de haine, qui est une haine de classe, une haine de l'autre. Cette volonté de diviser, en fait, c'est une sorte de politique bourgeoise classique réactionnaire, mais plus, dans un sens, qui est parsemé de quelques bouffonneries et sorties de piste, toujours très contrôlées, en fait, de Milei, au service de ce même discours, justement, de division, de fragmentation. C'est pour ça, effectivement, que ce qu'il craint le plus, c'est une réponse d'ensemble, par en bas, du monde du travail, des classes populaires, qui sait que ça peut lui pendre au nez, et c'est ce qu'il essaye justement d'éviter. Et d'un autre côté, l'expression de cette extrême droite, qui est expression de d'une très forte polarisation, en fait, sociale et politique, sur laquelle surfe une certaine radicalité, justement, à droite, là où à gauche, il y en a peu, en fait, pour répondre à ce mécontentement et à cette colère. Il faut là aussi que ça nous aide à réfléchir aux façons de la contrer. Et je pense qu'une des grandes leçons du 24, mais avant ça, du 27 décembre, du 20 décembre, qui est la première grande mobilisation qui a été appelée par l'extrême gauche, justement, en mémoire des événements de 2001, c'est-à-dire très grande crise aussi argentine, qui s'était soldée par la chute d'un président après des journées révolutionnaires d'affrontements à Buenos Aires et dans le reste du pays. C'est l'idée, effectivement, que cette extrême droite-là, ce discours-là, il faut le contrer, non pas avec des combines parlementaires, non pas, hélas, ce serait plus simple, hein, c'était simplement en votant et en mettant un bon bulletin dans l'urne, mais en organisant à la base la résistance, hein, qui est la seule capable, non seulement de s'y opposer, mais également de s'opposer aux mécanismes qui ont généré l'extrême droite, hein, c'est-à-dire l'ensemble des gouvernements antérieurs qui non seulement ont assuré des politiques qui parfois n'avaient rien à envier ou qui ont préparé tout simplement celle du gouvernement Milei, puisque dans sa gestion arbitraire et autoritaire de la crise, et en fait, c'est les anciens décrets de l'état du Covid qui sont réactivés. C'est-à-dire, c'est les vieilles mesures d'urgence, donc au service évidemment dans un autre contexte. Ça d'un côté, ou qui ont préparé effectivement l'idée que voilà, on ne pouvait pas faire autrement et il fallait se plier effectivement aux logiques du marché et accepter lorsque le FMI demande de payer la dette. Donc ça, je crois que c'est un peu les fausses nouveautés de l'extrême droite, ces vieilles recettes hein, et surtout la façon dont, voilà, pour les classes populaires, pour le monde du travail, pour la jeunesse, les voies pour s'y opposer. Alors, la résistance en Argentine a commencé, donc elle a commencé, comme tu l'as dit, JB, le 20 et le 27 décembre. Elle a continué maintenant avec cette date du 24 janvier. Dans cette situation de front hein, face à l'extrême droite et face à un plan d'expérimentation, de politique ultralibérale et autoritaire, notamment le Parti des travailleurs socialistes essaie de construire une politique de construction d'un cortège indépendant, d'une construction d'un mouvement indépendant, d'un mouvement ouvrier qui exige un véritable plan de bataille contre ces plans.
Vous pouvez continuer à suivre, bien sûr, toute cette politique sur Révolution Permanente, la suivre à travers notre journal, les actions de solidarité qui ont été organisées dans toute la France, notamment hier, et par les prochaines réunions publiques qui vont être organisées par Révolution Permanente dans plusieurs villes, notamment à Toulouse ce soir et le jeudi 1er février à 19h à Paris. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas Sol et Jean-Baptiste pour votre présence aujourd'hui. On vous sollicitera bientôt de nouveau pour poursuivre tout ça avec cette situation qui risque d'être vraiment très, très intense et très particulière. Merci beaucoup. Merci Julien, Merci merci Sol et beaucoup. bonne continuation, bonne lutte. Bien, merci beaucoup. Je voulais vous remercier aussi depuis l'Argentine pour pouvoir faire ces reportages avec vous pour Révolution Permanente, pour pouvoir transmettre en France toutes les luttes en Argentine et aussi vous dire que on a transmis dans toutes les assemblées et toutes les actions que vous avez faites hier à l'ambassade argentine depuis Révolution Permanente et qu'il y a eu des mobilisations. La solidarité internationale est fondamentale parce que comme on parlait tout à l'heure, et c'est une lutte internationale, c'est une lutte globale. Donc, bon, aussi vous remercier à vous. Merci beaucoup. Super.